Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire de Télémétropole votre choix à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. À la une, le DGAI de la PNH exhorte les membres de gangs à déposer les armes et à se rendre. André Jonas Vladimir Parizon affirme ce mardi en conférence de presse que les forces de l'ordre sont désormais en mesure de traquer les bandits sur l'ensemble du territoire national. Il n'y aura pas de vide politique dans le pays après le 7 février, promet le porte-parole du Conseil présidentiel de transition. Jacques Ambroise affirme que des discussions se poursuivent entre le CPT et différents regroupements politiques sur la continuité des institutions et la stabilité du pays. Également, au titre de ce mardi, l'Association nationale des médias haïtiens dénonce des décrets jugés liberticides et promet de les combattre. Selon l'ANMH, le décret sur la presse protège uniquement les élus et membres du gouvernement et double les peines pour les infractions commises par voie électronique ou sur les réseaux sociaux, réduisant les citoyens au silence. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le directeur général AI de la PNH, André Jonas Vladimir Parizon, a lancé mardi un appel aux membres de gangs armés, les exhortant à déposer les armes et à se rendre. Il a affirmé que les forces de l'ordre disposent désormais des capacités nécessaires pour les traquer sur l'ensemble du territoire national. Il a annoncé la mise en œuvre d'un plan sécuritaire ciblant les départements les plus affectés par la violence armée, à la suite d'opérations ayant permis de démanteler plusieurs foyers de gangs et de reprendre le contrôle de zones précédemment occupées. Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse tenue à la direction générale de la PNH et diffusée en direct. Rodolphe Pierre-Louis nous en dit plus. Effectivement, nous connaissons, nous avons des informations, il y a des gens qui environnent d'être. Il y a des gens qui environnent d'être, mais qui peuvent. Après tout dégâts que vous finissez faire, qui peut. Ce n'est pas pour grand messie me lancer appel là pour dire que on même qui regarder qui sont en position qui pas trop confortable, la police n'a pas la faute. Rouge, noir, petit monde, grand monde, bandit, monde sérieux, c'est la police non tout. On mettait nos conditions, la loi mettait que vous dépassez cadre là. Ces affaires traitées comme hors la loi, ou capable toujours retourner à la normale. Là, pour que les autorités te viennent avec question, espace d'incarcération, pour permettre que vous réinsérez les gens pour un temps, non seulement le plus peine, mais tout, vous mettez dans la condition pour lui reprendre et puis pour le réinsérer dans la vie sociale. Donc, pas hésiter à n'importe quel moment où sont dans des conditions difficiles là. Faire un geste de bonne volonté. Contacter Youmoun Govle, et spécialement journalistes qui posent des questions, ils sont grande écoute, qu'à contacter Métropole. Ou prend tout disque, ou faire une bonne petite conversation avec lui, côté pour récupérer, parce que prend l'aria, monsieur, pas plutôt passé. Nous gagnons une équipe qui peut venir prendre. Équipe là vient prendre en toute sécurité, dans le respect des normes, et la mener pour le mettre en position en attendant que l'autorité qui est établie prête pour recevoir, que dire mais qui s'est à faire avant. Donc, nous prêts pour lui, et nous attendons, nous faisons premier pas. Nous prêts pour lui, nous invitons au venir faire. Nous arrêtons nous-mêmes. Après, nous ne pas courir par numéro de téléphone pour contacter nous, parce qu'on a peur de nous d'une telle position et pour nous arriver. Nous devons passer par d'autres entités pour accompagner, pour mener nous. Si c'est difficile, nous devons récupérer. Et certaines fois, tout, si l'autre élément pareil, qui dans le même temps, j'entends avoir autant de faire geste, qui doit fâcher contre nous-mêmes, il va pas tenter à la vous. Nous prêts pour nous mettre vie par nous en condition pour nous sauver vie par. Donc c'est eux-mêmes qui vont faire geste là pour nous. Déposer les armes. Et tout autant pas déposer les armes, nous avons toujours des policiers déterminés tant que nous, qui n'ont pas face situation, puis c'est pas comme ça l'être humain appelé pour le vivre.
Les routes nationales, ce n'est pas ouvert ou pas ouvert. Sambral dit est très critique, mais c'est ça lié. Il n'y a pas que les gangs qui gèrent les routes nationales. Il y a des autorités dans la zone qui ont géré les routes là, qui ont fait comme tout. Et nous, vous autres là ici, vous le savez mieux que moi. Route nationale numéro 2 qui est liée Port-au-Prince avec le sud du pays, il était bloqué dans le temps au niveau de Gressier, il était mieux te mettre. Mais ça a 3 semaines. Après toute opération de la police, il ne fait pas capable de Kembe, il a même encore crasé le mur. Qui l'a fait des CPA, qui l'a fait reconnaissance. Mur en plat à terre. Mais cependant, est-ce que c'est gang qui a touché les gens qui ont passé ou bien c'est d'autres entités? Ça, c'est ça pour nous chercher. Mais nous avons une équipe qui est sous point. Route nationale numéro 1, sur plusieurs points que le boucher, après quoi Péris, après Bercy, ou après l'autre côté, Pont-Sondé, machine passée. Machine passée là, mais il a payé toll, il a payé passage. Parce que chaque temps nous arrivons, nous n'avons pas camper au couille. C'est comme je dis, nous travaillons sur la question des ressources humaines pour nous capables boucher tout vidéo, pour nous faire action efficace et efficiente. On dit autorité locale, il y a notable, oui, c'est pas le côté non. Samedi à Mgembel, on ne va pas changer. Il y a des autorités locales qui ont la question péage là. Qui m'ont corriger. Imaginez si la police a pas le camper pour le péage. Et c'est nous qui avons fait. Donc autant que nous sommes conscients, autant que nous avons risqué de vivre pour si nos filles, Dieu qui baille, si nous sauver, Dieu si bon, le lendemain meilleur, il faut qu'ils aient même tout. Nous avons conscience ça pour faire. Le gouvernement passe à l'action contre les gangs armés dans la capitale à quelques semaines de l'échéance de l'accord du 3 avril. Alors que certains estiment que ces actions pourraient favoriser un prolongement du mandat de l'actuel pouvoir, d'autres croient au contraire que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ne disposent pas des capacités nécessaires pour rétablir l'ordre dans le pays. Pour analyser la situation, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le colonel Imler Rebu, leader du GRE, qui profitera de l'occasion pour exposer la position de son parti sur la gouvernance post-7 février 2026. Colonel Imler Rebu, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous encore d'être là. Alors nous savons que nous sommes à 3 semaines environ de la date du 7 février 2026. Plusieurs partis politiques, structures politiques proposent justement des sorties de crise, des formes de meilleure gouvernance pour l'après 7 février. Et nous avons que le Conseil présidentiel de transition est également pour parler avec des structures, toujours pour essayer de trouver la meilleure formule de sortie de crise. Que pensez-vous de tout cela, colonel? Bon, c'est du théâtre de mauvais goût. On savait très bien qu'on allait aboutir à la situation que nous vivons actuellement, malheureusement. Et les mesures n'ont jamais été prises. Et maintenant, nous cherchons la porte de sortie. Or, il n'y a pas 1000 portes, il n'y a qu'une seule. Et laquelle? Rétablir la présidence de la République à travers une personnalité. Et pour nous autres, au gré, on avait tiré la sonnette d'alarme le 11 mars 2024, le jour même où l'on allait prendre la décision de mettre en place le CPT. On savait que ça allait aboutir à un échec. Et maintenant, il nous faut encore une autre porte de sortie. Et pour nous autres, au gré, en 2 ans, nous n'avons pas changé de position. Il faut aller à la Cour de cassation, trouver un juge, et mettre en place les critères
et le placer à la présidence de la République et constituer un gouvernement d'urgence nationale avec environ 12 ministres et une représentation de chaque département d'un ministre délégué siégeant au nom et pour le département au Conseil des ministres pour qu'on sorte de cette histoire qui a 23 personnes qui sont à Port-au-Prince et qui dirigent tout le pays, qui prennent des décisions pour des endroits et des gens qu'ils n'ont jamais vus, qui ne connaissent pas les problèmes. C'est irrationnel au départ, donc c'est une occasion pour corriger. Et cette proposition, puisque nous le savons, 7 février, c'est presque demain. Est-ce que cette proposition peut être mise en place au cours de ces 3 semaines? Est-ce que les autres partis vont vous rejoindre justement pour trouver ce consensus? Très certainement non. On ne va jamais vers ce qui est rationnel en Haïti. Parce qu'on a à la tête de l'État des gens irrationnels. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait une solution à l'emporte-pièce pour aboutir encore 2 ans après au même résultat. Cette solution peut être également une prolongation du mandat du CPT? Je ne vois pas comment on pourrait envisager une telle possibilité. Des gens qui sont là depuis 2 ans, qui n'ont jamais su faire leur travail, qui n'ont jamais essayé de faire leur travail, ou qui se sont mis en situation de faire des choses contraires à ce qu'ils devraient faire, ils resteraient pour faire quoi? C'est comme cette sensation, cette activité brusque qu'on remarque au niveau de l'appareil et des appareils sécuritaires du pays pour donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Non, c'est de l'enfantillage. Et puis, nous autres, au GRI, nous avons analysé la situation à venir avec les dangers prévisibles. Parce qu'on dit qu'on va organiser des élections. On va organiser des élections avec les mêmes règles de la Constitution que nous avons constaté qui méritent d'être corrigées. On l'avait vu avant le 11 mars. On avait dit qu'on devrait arriver à une modification constitutionnelle. Pourquoi? Ce n'était pas une fantaisie. C'était des propositions qui étaient en accord avec les situations anormales de la Constitution 87. Si nous ne corrigeons pas ça, nous allons dans 2 ans, dans 3 ans, parler des mêmes problèmes. Il faut prendre le temps, tranquillement, d'aborder les problèmes à la racine et non en aval, comme on le fait toujours en Haïti, et laisser le malheur arriver et courir après. Donc ça ne peut pas donner de résultat. Alors, outre la question politique, la question sécuritaire domine également l'actualité depuis quelques temps déjà. Nous savons qu'il y a plusieurs opérations qui sont menées actuellement par la police nationale d'Haïti. Hier lundi, à Tokyo, il y a eu des opérations au centre-ville, il y en a eu. Et nous avons Vladimir Parizon qui, aujourd'hui, se dit prêt à recevoir les bandits qui veulent déposer les armes. Quelle est donc votre lecture par rapport à la situation sécuritaire, colonel? Bon, la police nationale, la pauvre, est engagée dans un dossier qui n'est pas le sien. Le CPT a laissé s'aggraver la situation et c'est un remake. Et la situation prise par le docteur Ariel après la mort du président Jovenel Moïse a empiré. Celle prise par le CPT après le départ du docteur Ariel Henry a empiré au centuple. On n'a pas pris les mesures qui devraient l'être au départ. Et puis nous venons gagner, on dit une gain tombée dans le sable. Même pas qui j'en pour ramasser. La police nationale, je lui dis encore, la pauvre, est amenée à faire un travail qui n'est pas le sien, par exemple. On a aujourd'hui une tendance à faire une guerre de reconquête d'espace physique. Mais la police nationale n'est pas là pour ça. Quand la police vient faire son travail, elle s'en va.
il faudrait avoir des unités militaires à reprendre le contrôle des espaces physiques. Et ce ne sont pas des espaces géographiques uniquement. Il y a des êtres humains dans ces espaces-là. Il ne revient pas à la police et à l'armée de faire la gestion de la population. Donc, il faudrait tout un appareillage d'État à suivre. Elles ont demandé à la police à prendre tracteur pour le nettoyer là, oui, c'est pas rôle. Maintenant, il faudrait que l'État, que le gouvernement puisse avoir un système logistique pour accompagner et suivre les actions qu'on appelle opérations. Moi, je ne les appelle pas comme ça. L'action de la police, suivie par le contingentement, le travail de sécurisation, de consolidation de l'armée, et qui se termine avec le travail de reprise en charge de la population par le gouvernement. Tout ceci n'est pas conçu. Mais selon différentes notes de la PNH, les opérations sont menées conjointement, notamment avec les forces armées d'Haïti. La police ne peut pas conduire des opérations avec l'armée. C'est deux modes opératoires distincts. Donc il faudrait avoir ce qu'on appelle des opérations en séquentiel. Parce que les méthodes d'intervention de l'armée sont différentes de celles de la police. Donc la police pourrait faire son travail. Alors je ne peux pas, honnêtement, parler de... parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qui se fait. Mais les policiers sont engagés dans des affrontements en continu. Finalement, ils ont adopté une stratégie totalement questionnable. Et j'ai suivi la conférence de presse du commandant en chef, du directeur général de la police nationale. Mais il a dit très clairement, et c'est vrai, il y a plein de scénarios dans l'évolution globale de la situation qui ne lui reviennent pas. Et il n'a pas fait la police pour rentrer des bons terres, acheter, tomber, tirer, il ne va pas faire la police pour ça. Donc, et comme dernière question concernant la situation sécuritaire, débloquer l'entrée sud de la capitale avant le 7 février 2026, est-ce réellement possible? Oui, c'est possible. Débloquer, c'est possible. Maintenant, faire fonctionner en continu, c'est une autre chose. Parce que j'avais fait une étude en 2017, justement en prévision à cette situation. Ça demandait d'avoir environ 1200 hommes en permanence de la route 9 à Saint-Marc. Mon étude n'était pas arrivée jusqu'au Cap-Haïtien. Et de Martissan à Quatre-Chemins. Alors, vous avez dit en prévision à cette situation, là vous êtes en 2017, et nous savons que la situation n'avait pas encore dégénéré à ce point. J'avais prévu qu'on pourrait se retrouver dans des situations pareilles. Bon, j'avais des prévisions pour la sécurité globale. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a un accident sur la route. Les premières personnes qui vont manipuler ces gens-là sont responsables de la vie ou de la mort de l'accidenté. Donc, ceci n'a pas été prévu. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse surgir sur une route nationale, bloquer des véhicules sans que l'État ne le sache. Donc, l'étude que j'avais faite demandait la mobilisation de 2400 personnes 24 heures sur 24. Et si on considère qu'il faut avoir les roulements, les relèves, etc., ça demanderait près de 6000 personnes pour être sûr qu'un obstacle, un problème sur l'une des routes nationales peut être vu, connu, évalué par l'État avec le designing de la réponse appropriée. Donc, débloquer, oui, c'est techniquement possible. Maintenant, faire fonctionner au quotidien jusqu'à avoir l'insertion, parce que ce sont des problèmes qui mettent face à face des gens normaux de la population et des gens qui sont des dégénérés. Donc, c'est une gestion extrêmement difficile et délicate, telle que la police est engagée dans des opérations, dans des espaces où il y a de la population. Maintenant, j'ai entendu et le dilemme posé par le directeur général de la police. Quand il attaque une zone, il n'a aucun moyen de décider
qui est-ce qui est en complicité avec les gens qu'on appelle des bandits et qui sont des gens qui sont contraints de rester dans l'espace parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc, est-ce qu'un État peut résoudre le problème en bas besoin qu'on ait des beaucoup de bandits, c'est bandits et tout. Mais ça ne revient pas à la police. Ce sont des décisions politiques et liées à la sociologie globale, à l'économie, à la situation des gens. Et quand la police termine son travail, il faudrait toute une infrastructure à prendre le relais pour sécuriser. Sinon, la police tournait, depuis quelques années déjà, au monde que un panier va chercher de l'eau. Là, je pense qu'un pile téléspectateur, justement, surtout pour question, la police a cherché de l'eau, qu'a toujours justement gagné de commentaires par rapport avec ça. Mais colonel Imler Rebu, merci parce que nous fait le tour des questions politiques et sécuritaires ensemble, je veux dire. Merci. C'est moi encore. qui vous remercie. Merci. Voilà donc l'analyse du leader du GRE, le colonel Imler Rebu. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Il n'y aura pas de vide politique dans le pays après le 7 février, promet le porte-parole du Conseil présidentiel de transition. Jacques Ambroise confirme que les discussions se poursuivent entre le CPT et différents regroupements politiques, tout en jugeant nécessaire d'élargir ces échanges à d'autres acteurs. Aucune option n'est pour l'instant écartée quant à la succession du Conseil présidentiel de transition après le 7 février 2026, assure Jacques Ambroise. Le porte-parole souligne toutefois qu'une continuité de l'action publique est indispensable pour restaurer la stabilité du pays. Il n'y aura pas de vide parce que les acteurs qui ont participé dans les négociations comprennent que faut bon bagage qui fait, comprennent que faut une solution haïtienne toute bon qui trouver pour être capable de sortir dans la situation Kachouboumbe que nous est là. Les problèmes opposés, respect et yon pour l'autre parce que c'est solution qui a cherché. Donc, du train que ça va, nous pensons que pour 7 février, il n'y aura pas de vide parce que tout est sur la table. C'est-à-dire, condition c'est trouver la bonne formule pour que 7 février gagne et avant 7 février même, gagner initiative qui prend pour permettre que gagner nous pouvons pas parler de gouvernement légitime parce que pour qu'on gagne élection tout le travail là c'est travail pour nous aller vers ça pour capable gagner des autorités constituées mais maintenant la paix n'a essayé dans la paix faire une négociation yo dans respect yon pour l'autre pour permettre que le pays a sorti nous proposer pays a une solution avant même 7 février. Jacques Ambroise, est-ce que il y a un agenda qui est établi pour discussion ça yo? Le résultat sorti avant 7 février et pendant toute rencontre, il y a un secrétariat qui prend note et par rapport à différentes propositions, un peu de désaccord, un peu d'accord tout. Par exemple, les conseillers présidentiels a mettre la situation pays pour dire voilà mes situations parce que plus gros problème, plus gros entrave qui gagne aujourd'hui, c'est question sécuritaire. Mais maintenant, Haïti, par exemple, on connaît qualité, insécurité que nous connaissons là. Et qui c'est Chimène Bouton qui filme les malingues, ça veut dire que nous même tous l'autre acteur qui a participé comprendre que la situation faut que nous joignons en côté pour nous créer un climat et chaque coordonnateur toujours mettait accent sur ça. Et là, commencer à gagner, fruit qui a proposé dans la question gouvernement contre la sécurité pour pacifier le pays, pour créer un climat stable, pour aller vers les élections, pour être capable de gagner des autorités constituées. Si on négocie, parce qu'il y a une échéance qu'on doit respecter, c'est-à-dire les acteurs, pour prendre l'initiative, connaissent que effectivement, du 8 février, il y aura quelque chose d'autre. Autre dossier à Métro News, les déplacés internes réfugiés au camp du ministère de la Communication, situé à Bois-Vernat, tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Ils réclament un retour dans leur quartier d'origine qu'ils ont été contraints de fuir en raison de l'insécurité. Plus de 2 ans après avoir quitté Carrefour-Feuille et les zones avoisinantes, les conditions de vie dans ce camp surpeuplé sont devenues insoutenables, témoignent-ils. Privés de services essentiels, ces déplacés disent vivre dans un profond dénuement et appellent les autorités à renforcer et accélérer les actions en vue de leur relocalisation. C'est un reportage signé Guerre Bijan et Claude Désir.
Dans ce vieux bâtiment qui abritait le ministère de la Culture et de la Communication, des centaines de familles survivent difficilement. Ici, les personnes âgées comme les handicapés manquent de tout. C'est le cas de Gaston, un non-voyant. Il évoque ses tourments quotidiens. C'est pas des fois l'aime gon ti moun moi parce que côté là, il a gon 50 gouttes dans même, il a gon 25 gouttes dans même pour moi. Des fois m'pa joindre de l'eau, c'est ti moun et pas bien loin, si moun pral porter un petit gallon de l'eau moi. Mais l'autre qui porte un petit gallon de l'eau moi pour boire de l'eau traitée, nous pas joindre de l'eau pour nous brûler, nous pas de l'eau pour nous baigner. Même là, les besoin de l'eau c'est loin, il a l'acheter, à la chercher dans l'autre camp, il a le chercher pour nous baigner. Côté mieux là, nous pas gain de l'eau pour baigner. Bon mais tout beaucoup moins vide là, men tout les map d'histoire mais beaucoup moins vide pour pas gain de l'eau pour baigner pour le midi là, mais gallon. Ici, Gaston n'a pas le choix, il doit vivre avec sa cécité au milieu d'un chaos sanitaire et humanitaire. Si aujourd'hui son unique espoir est de pouvoir retourner chez lui, il ne sait rien de l'état actuel de sa maison qu'il a dû abandonner sous la menace des gangs. Mais ça terre m'a dormi là, mais quand on chita l'âme dormi, la pli pas la pli, l'âme dormi prend la pli. On prend tout bail net à terre là, grand goût tourné. Besoin comme pour m'aller, besoin aller là quand même pour voyer m'aller parce que mal manger, mal boire, mal nourri. À terre là, m'a passé combat misère à terre. J'ai 3 ans là, nous vamos dans la ferme, nous vamos dans toute place la ferme 3 ans là. Besoin aller. Voilà déjà 2 ans que ces familles vivent dans cet espace délabré. Plus de nouvelles de leur quartier d'origine, ni des autorités ainsi que leurs promesses. Désinor Loradi, également handicapé, exprime avec amertume sa déception face à l'inaction du gouvernement. Gouvernement connaît tout ça pour le faire, pour entreprendre la parole pour nous-mêmes, peuple là. Mais gouvernement ça et gouvernement et volant seulement nèg y a volant sous pouvoir seulement il pas fait rien du tout pour peuple. Installés dans ce camp depuis mars 2024, ils sont plus de 3500 dont environ 900 familles à attendre l'aide des autorités pour se reloger. Plus le temps passe, plus leur incertitude croît, notamment parmi les jeunes, dont le quotidien se résume à jouer au domino. Mais nous vivons là, chaque matin, nous jouons au domino, nous jouons. Nous n'avons pas de côté pour nous aller. Mais si toutefois, un changement est bon pour moi, il est bon pour tout le pays. Il n'est pas bon pour moi seulement, non. Il est bon pour tout le monde net. Parce que même moi-même qui suis journaliste, un côté où même faut arriver ou commencer là. Ce n'est pas celle l'image qu'on a, ce n'est pas celle l'interview qu'on a fait. Même moi-même, j'ai des problèmes pour tout, parce que je ne sais pas privé sur tout. Vous comprenez ça veut dire parce que nous là, et misère n'a passé. Turin Hinoz, président du site, affirme avoir frappé à toutes les portes, mais l'aide tarde toujours à parvenir à ses démunis. Il espère ainsi attirer l'attention du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé sur le sort de ces déplacés. Je vais travailler sérieux aujourd'hui. Je vais travailler l'autre institution qui fait travailler. Bien-être social, parce qu'il y a plusieurs petits gens qui ont abandonné là. Il y a des gens qui ont abandonné pas qu'à manger. Des grands gens comme petits gens qui laguent. Imaginez-vous pas quand même bon petit café le matin. A dit que je ne vais pas le boire pour me dire boire soir. Vous imaginez combien et ti moun qui parle la dans délinquance juvénile sur l'école, combien ti moun tout parle entrer dans gang parce que pas manger parce que pour manger pour demander au moun bagay moun pas faire l'autre offre tout ou prendre pile grossesse précoce n'a demandé sur le PM nan river sous peuple river dans caillou atterrir plus toujours. L'an passé, le gouvernement avait lancé un programme de relocalisation volontaire des familles mis en pratique à la faculté de linguistique appliquée, un abri situé à peu de distance de leur site. Mais depuis, plus rien, et ces déplacés restent dans l'attente. L'incertitude liée au changement de transition prévu le 7 février occasionne de nouvelles inquiétudes chez ces déplacés internes qui redoutent une nouvelle aggravation de leur situation, déjà marquée par des cicatrices douloureuses. Le Fonds national de l'éducation FNE fait face à un volume de demandes largement supérieur à ses capacités budgétaires. Jusqu'à récemment, l'institution devait composer avec une dette de 2 milliards de gourdes, a souligné son directeur général, Élisée Collagène, invité à la rubrique hebdomadaire du gouvernement Les Mardis de la Nation. Afin de répondre à cette situation et de permettre au FNE de jouer pleinement son rôle dans le financement du système éducatif haïtien, une série de réformes a été engagée, affirme Élisée Collagène. Il annonce également l'accompagnement de plus de 500 écoliers vulnérables dans l'attente du traitement de milliers d'autres dossiers reçus pour l'année en cours.
Donc nous obligés de mettre un comité sous place, en commission, qui pour travailler sous demande de subvention ça yo, qui relève chaque grain de l'école ça yo, et qui relève chaque grain de parent qui dépose dossier ça yo, pour nous assurer nous que ti moun ça que nous pas payer l'école là pour lui aller aller l'école vraiment et que l'école ça tout de recevoir comme là et parents il y a une possibilité pour demander l'école ça compte. Donc ça vient faire l'autre temps d'analyse pour nous analyser le dossier, assurer nous que l'école là existe vraiment, que l'école là gagne en compte, que l'école là enregistrée, etc. pour nous assurer nous que ti moun ça est capable. C'est l'optique ça nous recevoir environ plus de 5000 dossiers, mais jusqu'à présent nous gagnons environ 543 chèques qui prêtent, mais en pile là-dedans dans le dossier que nous recevons, c'est des dossiers qui sont mal montés, des fois c'est nous jouons dans zone par exemple, l'étape difficile pour nous dans une seule zone, tout si moun l'école dans seule l'école. Donc ça c'est des cas que nous trouvons que ont suspect, nous obligés à approfondir plus parce que en quartier pas gagner tout si moun puis tout c'est dans seule l'école y aller, il pas aucune autre école que aller. Donc nous jouons de l'école qui gagne tout si moun dans seule l'école, nous sommes obligés de travailler sur ça pour nous assurer nous que chaque centime comme diaspora, comme FN a cap dépenser à bon escient. Oui, nous prenons temps, mais plutôt nous prenons temps, nous porter bonne nouvelle. Plutôt nous prenons temps avec dossier, avec l'argent que nous avons géré pour nous bien utiliser, parce que pour nous prendre, nous voulons aller, nous dépenser l'argent sans compter, et puis après, pour être fait mal. En parlant de l'argent, l'homme rentré dans le FNE, moi joint l'institution, tu as gagné environ 2 milliards de gouttes sous compte, 2 milliards 500 millions de gouttes, pour plus précis. Mais nous avons dette tout. Dette nous avoisiner les 2 milliards de gouttes aussi. Ça veut dire que son institution, si nous avons payé toute dette, nous n'avons pas bien pour nous fonctionner. Autre dossier, l'Association nationale des médias haïtiens ANMH dénonce dans une note rendue publique ce mardi un décret portant sur la prévention et la répression des délits de presse qu'elle qualifie de sectaire, discriminatoire et liberticide. Selon la ANMH, le texte, qui ne protège que les élus et les membres du gouvernement, double les peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison lorsque les infractions sont commises par voie électronique ou sur les réseaux sociaux, ce qui revient, selon elle, à réduire les Haïtiens au silence. L'association estime que cette disposition est plus contraignante encore que le babouquette de l'époque de la dictature. Elle critique également la publication sans débat d'un décret sur la Haute Cour de justice qu'elle accuse de sanctuariser l'impunité. La ANMH dénonce ainsi une dérive autoritaire du Conseil présidentiel de transition et appelle à l'abrogation des 2 textes, tout en se disant disposé à contribuer à l'élaboration de solutions respectueuses de la liberté d'expression et des droits de tous, journalistes comme citoyens. La ANMH affirme qu'elle mènera un plaidoyer soutenu jusqu'au retrait de ces 2 décrets qu'elle qualifie de scélérats et scandaleux. Fin de cette édition de Métro News, le rappel des titres à la une de ce soir. Le DGAI de la PNH exhorte les membres de gangs à déposer les armes et à se rendre. André Jonas Vladimir Paraison affirme ce mardi en conférence de presse que les forces de l'ordre sont désormais en mesure de traquer les bandits sur l'ensemble du territoire national. Il n'y aura pas de vide politique dans le pays après le 7 février, promet le porte-parole du Conseil présidentiel de transition. Jacques Ambroise affirme que des discussions se poursuivent entre le CPT et différents regroupements politiques sur la continuité des institutions et la stabilité du pays. Et puis l'Association nationale des médias haïtiens dénonce des décrets jugés liberticides et promet de les combattre. Selon la ANMH, le décret sur la presse protège uniquement les élus et membres du gouvernement et double les peines pour les infractions commises par voie électronique ou sur les réseaux sociaux, réduisant les citoyens au silence. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole. Bonsoir.